19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 14 juin 2019. La journée mondiale du donneur de sang a été célébrée ce jour à 14 juin 2019 sur le slogan du sang sécurisé pour tous. Et c'est le Centre national de transfusion sanguine qui a servi de cadre à cette journée. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Asma Ousseidou. C'est les images d'Ibrahim Abdou. Célébrer et remercier les personnes régulières dans le don du sang, aussi encourager les personnes en bonne santé à leur emboîter les pas, tel est l'objectif visé à travers cette journée mondiale du donneur de sang célébrée le 14 juin de chaque année. Une journée qui a pour thème le don de sang et l'accès universel à des transfusions de sang sécurisées en tant qu'élément pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Cette journée met à l'honneur les donneurs de sang sans qui la transfusion sanguine serait impossible. Le thème de cette journée intitulé « Le don de sang et l'accès universel à des transfusions de sang sécurisées pour atteindre la couverture sanitaire universelle » a été choisi afin de sensibiliser la population aux besoins universels de sang sécurisé dans la prestation des soins de santé. Le slogan retenu cette année est « Du sang sécurisé pour tous ». Chaque année, des millions de malades sont sauvés grâce aux donneurs de sang. Permettez-moi alors d'être le porte-parole de ces malades pour rendre un hommage mérité à ces donneurs qui effectuent ce geste citoyen hautement humanitaire et salvateur qu'est le don de sang. Je cite entre autres les forces de défense et de sécurité, les clubs, les ONG, les associations, les élèves, étudiants, etc. Le don de sang est aussi un acte noble et de solidarité. Et au risque de nous répéter, nous disons que donner son sang, c'est contribuer à sauver des vies. Un thème qui encourage les personnes à devenir des donneurs volontaires et bénévoles de sang, nous rappelle le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique. La campagne de cette année a pour objectif principal de célébrer et remercier les personnes qui donnent leur sang et encourager les personnes en bonne santé à effectuer ces gestes nobles. Grâce aux donneurs de sang, des millions de malades sont sauvés chaque année. Ainsi, par son don de sang, le donneur introduit la joie aux malades et à sa famille. Il faudra également noter qu'en tant que discipline transversale, la transfusion sanguine représente une des stratégies majeures pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 3 relatif à la bonne santé et au bien-être. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les partenaires qui accompagnent le Centre national de transfusion sanguine dans l'accomplissement de sa noble mission. Il s'agit notamment du Fonds mondial, du Fonds commun, de l'OMS, la Banque Niger, pour ne citer que cela. Donner du sang, c'est sauver des vies. Des chants et sketchs pour encourager le public à devenir des donneurs et une remise de témoignages de satisfaction aux donneurs de sang ont sanctionné la cérémonie. Une autre journée internationale, mais cette fois-ci de sensibilisation sur l'albinisme. À cette occasion, l'Association nationale des albinos du Niger a organisé une journée d'échange avec les journalistes sur la contribution des médias dans la sensibilisation sur l'albinisme. Arieta Salah et Aboubakar Souley pour le contrat. Promouvoir l'image et le bien-être des personnes atteintes d'albinisme au Niger, tel est le but de cette rencontre d'échange avec les journalistes à l'occasion de la 5e édition de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Une façon pour l'Association nationale des albinos du Niger d'annoncer que les personnes atteintes d'albinisme ont besoin de soutien de tous. Nous avons décidé d'approcher les journalistes pour que les journalistes soient sensibilisés par rapport à l'albinisme. C'est quoi même l'albinisme médicalement? Pour que vous puissiez aussi comprendre la situation au niveau du Niger sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Pour que vraiment vous puissiez porter l'information. La situation actuelle, je dirais que ça va. Il y a une amélioration. Parce qu'on a de plus en plus l'accompagnement du ministère de la Population, l'accompagnement du ministère de la Santé et aussi les partenaires. Mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand on prend l'éducation des enfants atteints d'albinisme, quand on prend la prise en charge, parce que la prise en charge, jusque-là, il y a la situation, c'est toujours aussi la discrimination qui persiste dans la société nigérienne. C'est toujours la stigmatisation qui persiste dans la société nigérienne. C'est aussi la limitation
l'accès à des emplois décents. Si vous faites l'analyse pour les enfants atteints d'albinisme, il y a beaucoup qui abandonnent au niveau du primaire, au niveau du collège, qui n'ont pas de diplôme. L'albinisme est une maladie génétique aux conséquences graves sur la peau, les yeux et les cheveux. Pour prévenir la survenue de ces conséquences, Dr Gado Moussa, dermatologue, a parlé des mesures de prévention dont la prise en charge nécessite le soutien du gouvernement. Devant l'albinisme, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Au niveau de la prise en charge médicale, d'abord au niveau de la peau. Donc, c'est une communauté qui a beaucoup plus besoin des soins surtout dermatologiques, a pour intérêt de dépister précocement toutes ces lésions précancéreuses et cancéreuses et éventuellement leur prise en charge, leur traitement adapté. Mais aussi, le dermatologue a un rôle de prévention. Et ce phénomène de photosensibilisation diffuse, généralisé sur tout le corps. Donc, en ce moment, le dermatologue a besoin également, pour accompagner ces individus, de crèmes anti-solaires. Les crèmes anti-solaires, c'est des crèmes qui vont réfléchir les rayonnements sur la peau, de telle sorte que les rayons solaires ne puissent pas pénétrer pour dénaturer les cellules de la peau. Sur le plan ophtalmologique, c'est des individus qui ont besoin de suivi ophtalmologique constamment. Et toutes les mesures applicables aux malvoyants doivent être appliquées chez les albinos. L'Association nationale des albinos du Niger demande au gouvernement la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme au Niger pour leur bien-être. La fermeture et retrait de plusieurs sociétés françaises au Niger a fait réagir l'acteur de la société civile, Noufou Arzika, qui, en dépit de tout, déplore également la situation économique actuelle du pays. Je vous invite de le suivre en extrait avant de le retrouver en partie en magazine. C'est à Doha. Donc je considère que nous devons tous prendre conscience de ça et attirer notre attention commune, collective, pour qu'ensemble nous puissions regarder que ce pays-là, on n'a pas besoin de continuer aujourd'hui à faire cette chien-lit de politique politicienne qui est en train de pratiquement braquer les uns contre les autres, développer une haine viscérale, gratuite contre les uns et les autres. Et finalement, c'est le pays qui en pâtit. Parce que dans tous les cas, la construction du pays a besoin de tout le monde. Tous les citoyens, tous les fils du pays ont quelque chose à apporter dans la construction du pays. Donc si vous décidez que d'autres seraient exclus d'office et de force, mais les chances de succès pour le pays globalement sont minces et elles sont réduites. Et c'est ça que nous, on considère que ce n'est pas une très bonne chose pour le pays. Ceux qui le font doivent l'arrêter, les uns comme les autres, pour essayer de travailler à regarder dans la même direction, la direction du développement économique et social de notre pays, qui puisse garantir l'épanouissement individuel et collectif. Et qui se fera dans la justice, l'équité et la transparence. Mais pas dans l'injustice ambiante comme celle que nous voyons aujourd'hui. La violation systématique et flagrante des lois et règlements de la République par les uns, sans créer rien du tout, mais les arrestations arbitraires, fantaisistes et inacceptables dans un contexte de règlement de comptes qu'on fait contre des gens qui n'ont rien fait. Ça, ce n'est pas une gouvernance citoyenne. Ça n'a rien à voir avec la démocratie que nous voulons. Ça n'a rien à voir avec la République que nous voulons bâtir. Et tout ce que nous voulons faire, nous l'avons dit dans la Constitution. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette Constitution est mise à l'écart. Et il faut que chacun se ressaisisse. Nous devons tous nous ressaisir et être dans la position de regarder tout ce qui ne va pas, comment on va faire pour éviter d'être dans ce merdier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Regardez l'école. On a fait combien de mois dans les universités publiques? Et pour finir par ce qu'on a entendu là. Ensuite, la santé. Il y a combien de gens? Le tout, ce n'est pas de faire les hôpitaux de référence, c'est très bien. Mais qui peut aller là-bas? Qui peut être admis? Qui peut être admis dans ces hôpitaux-là? Et alors, donc si un hôpital, même si on fait 10 000 hôpitaux de référence, si toi tu ne peux pas accéder à ça, tu n'as pas les moyens de rentrer dedans pour qu'on te soigne quand tu es malade, mais c'est sûr, il n'est jamais tard pour bien faire, c'est pour ça qu'on continue à garder l'espoir. C'était là Noufou Arzika qui s'est prononcé par rapport à la situation sociopolitique
10 pays. Nous, Farzika, que vous retrouverez en partie magazine. Suivant à présent quelques avis de nos citoyens sur les réalisations faites dans la ville de Niamey à l'occasion de la conférence de l'IA 2019. Ce n'est pas un petit avantage quoi, pour nous-mêmes, les peuples. C'est un grand avantage parce que c'est ça qu'on dit le développement d'un pays. Quoi. Ouais. Voilà, les constructions, les routes de passage. Le pays ne peut pas développer sans les goudrons. Ouais. Ah, ça c'est une très bonne chose. Quoi. Et vraiment, je n'ai rien à dire à part que de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, quoi, avec ses partenaires. Quoi. Ouais. C'est genre un développement commun, ça aide à améliorer le pays. Et puis, d'un côté, ça donne l'image de notre pays, notre propre pays, le Niger. Les routes, c'est bien. On peut dire que ça avance notre pays. Moi, je trouve que c'est bien. On doit faire des progrès dans la propriété du pays. Quoi. Genre, j'aimerais mieux et puis lutter contre les maladies qui sont dans les saletés, les débris. Quoi. Genre, améliorer la vie quotidienne des populations, des Nigériens. Les routes, c'est déjà mieux. Je suis très content des réalisations qui sont faites dans la ville de Niamey, à commencer d'abord par Niamey-Niala avant d'arriver à l'organisation de la conférence des chefs d'État de l'Afrique qui aura lieu à Niamey, Inch'Allah, dans quelques jours. Si vous regardez dès au départ, avec les grosses réalisations comme les échangeurs, les routes, les ponts, etc., c'est vraiment un grand pas. Niamey a tendance à est devenu même, je veux dire, une ville moderne, une ville de référence. Maintenant, avec les dernières réalisations pour organiser la conférence des chefs d'État, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons vu l'hôtel qui est vraiment un grand standing de référence qui peut accueillir n'importe quel dirigeant, n'importe quel, comment on appelle ça, homme d'affaires du monde. Je crois que Niamey a grandi à l'espace de quelques années. Et nous encourageons beaucoup les autorités qui ont eu cette idée géniale de moderniser Niamey, de rendre Niamey vraiment Niala, comme ils l'ont eu à l'appeler. Et on est très contents, fiers d'être Nigériens, fiers d'être Niameyens. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, en 2011, une stratégie nationale a été mise en place par le gouvernement afin d'amener ces acteurs à mieux jouer leur partition, coordonnée par la Direction générale de la décentralisation et de la déconcentration. Suivez ce public reportage. En vue de renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation à exercer efficacement leurs rôles et responsabilités, le gouvernement a adopté en 2011 la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. La Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, est chargée du pilotage et de la coordination technique de la mise en œuvre de cette stratégie. La DGDCT a particulièrement pour mission l'accompagnement des collectivités territoriales et la tutelle de l'ensemble des collectivités territoriales. Afin d'assurer un contrôle de qualité et un suivi des formations dispensées, de garantir la professionnalisation de la formation des acteurs de la décentralisation et d'assurer le développement des capacités de collectivités territoriales, la stratégie propose la mise en œuvre d'un mécanisme assurance qualité avec d'une part la certification des modules élaborés et d'autre part l'accréditation des formateurs. L'accréditation était d'abord apparue comme une nécessité. C'était une nécessité qui trouve son fondement dans la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. À ce niveau, il faut rappeler que nous appuyons les ministères de la décentralisation à mettre en place un mécanisme d'assurance qualité des formations. Et ce mécanisme a posé un certain nombre de principes, dont l'accréditation des formateurs et la certification des modules. C'est pour cela que la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, organise une première session d'accréditation de formateurs dans le domaine de l'enseignement primaire dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2019
au niveau des 3 régions d'intervention du PRODEC qui sont Tillabéri, Tawa et Agadez. Le rôle du centre dans le processus d'accréditation, c'est de constituer un vivier de formateurs, de les former en ingénierie de la formation et de fournir à la direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales des candidats à l'accréditation. Le dépôt de dossier de candidature à l'accréditation se fera par appel à candidature lancé par la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Pour les intéressés, en ce qui concerne le processus, les candidats formateurs répertoriés dans la base de données du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales ou des autres structures agréées intéressées déposent leur dossier au niveau du responsable de la formation continue du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales, CFGCT, qui procède à leur enregistrement et à leur transmission auprès de la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Un comité ad hoc d'accréditation mis en place à cet effet se réunit pour examiner les dossiers des candidats sur la base des critères définis dans le manuel de procédure d'accréditation. Le candidat retenu à l'issue de l'étude du dossier subit une évaluation en situation réelle d'animation de formation par des évaluateurs désignés au sein du comité ad hoc d'accréditation devant un groupe d'apprenants lors d'une session de formation organisée par le CFGCT ou toute autre institution agréée. Les candidats sont évalués par une équipe d'évaluateurs constituée d'au moins un expert du domaine, un expert en andragogie, tous désignés par le comité d'accréditation des formateurs. Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 50 sur 100 du total de points requis lors de l'évaluation devant le comité, il est admis pour l'accréditation. Si le candidat est ajourné à l'issue de la session d'accréditation, une notification lui est faite avec les motifs. Le candidat ajourné doit attendre au moins 1 an avant de pouvoir réintroduire à nouveau son dossier d'accréditation. Pour postuler, le candidat doit avoir une expérience en tant que formateur d'au moins 5 ans, avoir un diplôme d'au moins Bac plus 3 ans ou équivalent dans le domaine d'intervention demandé ou dans un domaine connexe, et être enregistré en tant que formateur dans une institution de formation des acteurs de la décentralisation, CFGCT ou autre structure de formation agréée. La première étape, c'est que le formateur, il faut qu'il soit répertorié au niveau du centre en gestion des collectivités territoriales. Le dossier de candidature à l'accréditation d'un formateur est constitué de la demande d'accréditation précisant le domaine thème pour lequel le candidat souhaite que son dossier soit analysé, d'un curriculum vitae détaillé précisant les expériences dans l'animation de formation ainsi que les pratiques du métier du candidat, des documents officiels confirmant les qualifications du candidat, diplômes et attestations de travail en copie légalisée, d'au moins 3 références, commanditaires et ou institutions de formation, et de frais de dossier d'accréditation 50 000 francs CFA. Le formateur a intérêt à être accrédité parce que ça lui donne la garantie justement d'exercer sa prestation et puis ça veut dire avec une reconnaissance. Le formateur est reconnu dans ses capacités, mais aussi dans ses capacités professionnelles techniques, mais aussi dans ses capacités pédagogiques. La mise en œuvre du mécanisme d'accréditation des formateurs va permettre l'amélioration de la qualité de l'offre de formation dispensée aux acteurs des collectivités territoriales qui, eux-mêmes, vont mieux pouvoir exercer leurs nouvelles responsabilités dans le cadre du processus de décentralisation et conséquemment améliorer leurs prestations d'offres de services publics aux citoyennes et citoyens. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine. Noufou Arzika se prononce sur la situation sociopolitique et économique actuelle du pays. Très bonne réception. Par rapport au pays, ça c'est aux autorités et à tout le monde de prendre conscience de ce que représente la situation économique de notre pays, la nécessité que nous repensons tous les paradigmes d'approche et qu'on puisse regarder qu'on ne peut pas continuer à être un pays consommateur et penser qu'on a de l'avenir. Et sur le plan économique, dans l'espace économique de l'UEMOA ou de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou de la CINSAD. Nous sommes dans un espace économique
Et cet espace économique, on doit être capable d'avoir la possibilité d'implanter des unités industrielles capables de produire des produits de qualité et compétitifs. Mais si nous ne pouvons pas les produire, il n'y a rien à faire. Donc, on sera tout simplement un pays dominé et envahi. Et ça serait aux grandes dames de notre peuple et au grand bonheur de ceux qui viendront faire leurs affaires ici chez nous. Quand on prend Cominac, mais quelle consommation les Nigériens ont? Cominac, le produit qu'on produit à la Cominac, ce n'est pas un produit qu'on vend comme des cacahuètes sur le marché. Et les Nigériens vont acheter ça pour faire quoi? Ça sert à quoi? Maintenant, le produit est nul. Tout le monde connaît la vie belle dans tous les foyers au village. Maintenant, malgré tout, il n'arrive pas à faire face à la concurrence des produits venant d'ailleurs. C'est une réalité. Est-ce que tu comprends? Et les produits cosmétiques qu'ils fabriquent, la même chose. Maintenant, le consommateur, nous, le combat que nous menons pour la défense des droits des consommateurs, c'est pour défendre le droit au choix. La liberté pour le consommateur de choisir le produit qui lui convient, qui soit de meilleure qualité, qui puisse répondre à ses exigences en termes de satisfaction sur le plan de la qualité, mais aussi pour tenir compte de sa bourse. C'est clair, s'il n'y a rien qu'on puisse faire, et si la situation ne va pas, mais ils vont fermer comme d'autres viendront à fermer. Mais le fait de fermer n'empêche pas à d'autres aussi d'ouvrir. Le Niger, je vous ai dit que le Niger c'est un terrain pratiquement vierge. Et s'il est vierge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui peuvent être développés, qui peuvent prospérer au Niger et qui pourront permettre aux gens de... Mais j'ai dit, le problème qu'il y a une sorte de désindustrialisation donc, de notre pays, comparé aux autres pays et naturellement donc, avec des mesures, j'ai dit, comme la Zeleka, ça va encore davantage aggraver la situation du pays parce que le pays n'a pas des choses à offrir. C'est lui qui devient un pays demandeur. Évidemment, la responsabilité du pays, c'est justement les mesures fiscales. Vous avez bien vu que dans l'activité économique au Niger devient extrêmement difficile parce que l'État lui-même il compte sur les impôts qu'il veut prélever sur les sociétés. Et donc, ça n'encourage pas certaines entreprises à s'installer, à se prospérer, d'autres à venir ou d'autres à... Mais maintenant, les quelques cas qui arrivent, ce sont ceux qui arrivent et à qui on ne devrait pas accorder les exonérations que le gouvernement a pourtant accordées sous forme de cadeaux fiscaux à ces multinationales-là, dans le cadre de leur théorie de doing business, qui consiste pour eux à créer toutes les facilités et pour les investissements directs et étrangers. Les gens vont venir chez nous, ils vont investir leur argent, ils vont prendre toutes les petites économies de notre peuple, ils vont s'enrichir et ils vont rapatrier cet argent-là dans leur pays. C'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de secteurs, le secteur de la téléphonie, un certain nombre de secteurs aujourd'hui qui sont en train de bénéficier de ces mesures économiques et fiscales que le gouvernement a été amené à prendre, je vais dire, au détriment de notre pays. Vous avez bien vu l'année dernière quand on a décidé l'histoire de la Tati. Mais ils ont décidé de renoncer à la Tati pour des considérations de ce genre-là. Mais le pays a perdu beaucoup d'argent et pour rien. Est-ce que ça a changé véritablement la qualité de prestation de services de ce secteur de téléphonie? Ça n'a fait que c'est compliqué. Chaque jour, ça ne fait que... Parce qu'ils n'arrivent pas à faire les investissements qu'il faut, qui correspondent à la capacité en termes de demande et telle qu'aujourd'hui elle est exprimée. Trop d'impôts tue l'impôt et voyez-vous aujourd'hui le développement des activités économiques de petite taille et à cause de ça, à cause de toutes les mesures fiscales que le gouvernement a été amené à penser, à vouloir imposer aux gens dans le cadre de la loi de finances 2018 et qui se prolonge à 2019, mais il y a que aujourd'hui c'est catastrophique, vous avez bien vu, ça ne va pas du tout. Allez-y dans les grands marchés. Vous allez trouver au grand marché des gens qui passent toute la journée en train de dormir. Tout peut arriver lorsqu'il y a la pauvreté. Vous vous imaginez aujourd'hui les jeunes là, qui étaient avant occupés, qui avaient leur petite boutique, ils se débrouillaient, ils arrivent à gagner leur vie comme ça, et paf,
On est venu, on a fait le déguerpissement, on a détruit tous leurs biens et puis ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation de non-activité, donc des chômeurs. Mais évidemment, ça n'a fait que renforcer. D'autres ont pu quitter pour aller ailleurs. Et quand bien même ils disent qu'ils vont aller ailleurs pour être migrants, le Niger, avec son gouvernement actuel, a décidé d'être gendarme pour empêcher aux gens d'aller ailleurs. Donc les gens ne peuvent plus aller ailleurs, tout le monde est obligé de rester au pays alors qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas créé les conditions en tant que telles qui permettent aux gens de rester. Et d'être occupés pour avoir des activités génératrices de revenus et que les revenus qu'ils vont gagner leur permettent de consommer en achetant les produits qui arrivent de partout dont ils ont besoin. Mais si tu n'as pas d'argent, même si on dit c'est à 100 francs, si tu n'as pas 100 francs, tu peux aller prendre. Et donc, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas venir arracher. Et c'est ce qui va continuer à se développer. Et vous avez bien vu aujourd'hui l'insécurité telle qu'elle se développe dans la ville. Les petits vols, les vols à main armée, les vols avec même la nuit, même dans la journée. Aujourd'hui, dans la journée, à Niamey, les gens, ils vous volent. On arrache. C'est du braquage. Et regarde, avant-hier, comment on appelle ça au niveau des banques là. Actuellement, au niveau des banques, c'est tellement grave au niveau des banques ce qui se passe. Parce qu'il y a des petits bandits qui sont là, qui observent les mouvements de ceux qui viennent au niveau des banques. Si tu viens déposer, bon, ça, tu t'es protégé. Mais si tu viens prendre l'argent dans le cadre d'une opération, mais ils suivent qui a retiré quoi. Et ils vont te poursuivre dans la ville. Et les gens sont exposés. Il y a eu beaucoup de cas de braquage, il y a eu beaucoup de cas de vol, où les gens sont là, ils utilisent des techniques très compliquées et pour pouvoir avoir des gens. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un a pris l'argent. Un monsieur que j'ai appris, il a fait un retrait. Et maintenant... avant qu'ils ne viennent, comme ils ont vu ça, ils ont mis des pointes devant sa voiture. Dès qu'il a démarré, il a piétiné la pointe et le véhicule, il a eu crevaison. Et quand il a eu crevaison, ils sont venus à côté de lui. Donc pendant qu'il sort pour vérifier c'est quoi qui est arrivé à son pneu, ils ont eu le temps de prendre le sac et ils sont partis. Mais c'est des pratiques courantes aujourd'hui. Tout ça c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont rien à faire. Et ils n'ont pas d'activité qu'ils peuvent mener génératrice de revenus certains. Donc, ils parquent les gens. Les peu de sociétés qu'il y a, si elles ferment, donc ça crée le chômage, ça renforce le chômage. De l'autre côté, je dis bien, maintenant comme il y a une sorte de rétrécissement du nombre de gens qui ont une capacité en termes de ressources, en termes de moyens, donc évidemment, ça ouvre la voie à toutes les criminalités possibles. Parce qu'aujourd'hui, même les gens du pouvoir, parce que c'est eux qui ont pour la plupart, c'est eux qui ont de l'argent qu'ils gagnent à travers tout ce que vous connaissez comme pratique aujourd'hui dans la gestion, qui fait que bon, les gens savent que c'est eux seulement qui ont l'argent, mais ils vont commencer à les attaquer, même dans leur maison. Ils vont les attaquer dans les shops, dans les comment on appelle ça, pour pouvoir arracher quelque chose. Et quand un pays devient dans une situation exposée, quoi, pareil, donc on ne peut plus reporter la responsabilité sur les mendiants et dire que les mendiants là qui sont devant les feux rouges, c'est eux qui sont les problèmes du pays. Alors que les vrais mendiants, ce sont ceux qui sont dans certaines 4x4 et dans certains trucs qui font de la grosse mendicité et qui perturbent plus le pays que les pauvres petits mendiants qui sont là. Je ne dis pas que c'est une bonne chose que les gens viennent s'exposer dans toutes les rues au niveau des... Mais la manière dont le problème a été géré, traité, et à mon avis, on aurait pu utiliser une autre formule pour que ça puisse respecter la dignité humaine et créer les conditions de l'espérance. Et pour aussi cette catégorie de personnes vulnérables dans notre pays, c'est des Nigériens comme tous les autres. Et ils ont droit à vivre dans leur pays, ils ont droit à comment on appelle ça, à avoir la protection de l'État. L'État doit protéger les personnes vulnérables. Mais ce n'est pas les protéger, ce n'est pas les prendre et les renvoyer dans leur village. Ils savaient et c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans le village qu'ils l'ont abandonné pour venir ici en ville et essayer de se chercher et avec les peu de gens qui arrivent à gagner un petit quelque chose. Parce que de toute façon, aujourd'hui, dans la ville à Niamey, tu vas voir les gens, au moins ils voient l'argent. Mais au village, tu vois l'argent avec qui? Avec qui? Quand est-ce que tu vas avoir la monnaie de 5 000 francs au village?
Mais bon, ici au moins tu vois les gens, certaines personnes faire la monnaie de 10 000 francs. Il y en a même qui font du no-recei. Vous avez bien vu quand il y a des événements où il y a certaines personnalités qui viennent faire du no-recei. Elles jettent des taux. Vous les voyez, non? Alors donc quand on a toutes ces situations-là à gérer, c'est à droit. Donc je considère que nous devons tous prendre conscience de ça et attirer notre attention commune, collective, pour qu'ensemble nous puissions regarder que ce pays-là, on n'a pas besoin de continuer aujourd'hui à faire cette chien-lit de politique politicienne qui est en train de pratiquement braquer les uns contre les autres, développer une haine viscérale, gratuite contre les uns et les autres. Et finalement, c'est le pays qui en pâtit. Parce que dans tous les cas, la construction du pays a besoin de tout le monde. Tous les citoyens, tous les fils du pays ont quelque chose à apporter dans la construction du pays. Donc si vous décidez que d'autres seraient exclus d'office et de force, mais les chances de succès pour le pays globalement sont minces et elles sont réduites. Et c'est ça que nous, on considère que ce n'est pas une très bonne chose pour le pays. Ceux qui le font doivent l'arrêter, les uns comme les autres, pour essayer de travailler à regarder dans la même direction, la direction du développement économique et social de notre pays, qui puisse garantir l'épanouissement individuel et collectif, et qui se fera dans la justice, l'équité et la transparence, mais pas dans l'injustice ambiante comme celle que nous voyons aujourd'hui. La violation systématique et flagrante des lois et règlements de la République par les uns sans qu'il n'y ait rien du tout, mais les arrestations arbitraires, fantaisistes et inacceptables dans un contexte de règlement de comptes qu'on fait contre des gens qui n'ont rien fait. Ça, ce n'est pas une gouvernance citoyenne. Ça n'a rien à voir avec la démocratie que nous voulons. Ça n'a rien à voir avec la République que nous voulons bâtir. Et tout ce que nous voulons faire, nous l'avons dit dans la Constitution. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette Constitution est mise à l'écart. Et il faut que chacun se ressaisisse. Nous devons tous nous ressaisir et être dans la position de regarder tout ce qui ne va pas, comment on va faire pour éviter d'être dans ce merdier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Regardez l'école. On a fait combien de mois dans les universités publiques? Et pour finir par ce qu'on a entendu là. Ensuite, la santé. Il y a combien de gens? Le tout, ce n'est pas de faire les hôpitaux de référence, c'est très bien. Mais qui peut aller là-bas? Qui peut être admis? Qui peut être admis dans ces hôpitaux-là? Et alors, donc si un hôpital, même que là, même si on fait 10 000 hôpitaux de référence, si toi tu ne peux pas accéder à ça, tu n'as pas les moyens de rentrer dedans pour qu'on te soigne quand tu es malade, mais c'est sûr, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est pour ça qu'on continue à garder l'espoir. Et nous continuons à plaider en interpellant les uns et les autres pour un sursaut patriotique, une prise de conscience réellement patriotique, pour que les petites fibres qui restent encore au niveau des uns et des autres, que ces fibres-là puissent être revitalisées de manière à promouvoir le patriotisme, le civisme, le nationalisme qu'il faut et la défense de la nation et du peuple, pour que nous puissions être dans la position vraiment de revenir aux fondamentaux sur lesquels nous nous sommes entendus en disant que notre objectif, c'est de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui a vocation à créer les conditions donc d'un état de droit qui puisse être un état de droit qui garantit non seulement l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la sûreté, le bien-être comme valeur fondamentale de notre société, et la bonne gouvernance et comment on appelle ça, et la gouvernance comment on appelle ça, et l'alternance démocratique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Nous avons besoin de ça. Vous avez vu le drame qui se pose, mon cher. Vous vous rendez compte que tous nos politiciens, au lieu de faire des réflexions sur des problèmes fondamentaux qui intéressent la vie des Nigériens, et réfléchir sur ces problèmes-là et essayer de proposer des réponses par rapport à ces problèmes, les gens sont en train de ramener toute la vie, toute la politique, tout le travail à faire autour des individus, autour des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question de la gestion pays-là, est-ce que réellement elle peut continuer à souffrir d'être attachée à des considérations de ça? Je trouve que ce n'est pas sérieux. Et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut mettre fin à ça. Et si nous ne pouvons pas, entre nous, mettre fin à ça, quelqu'un viendra mettre fin à ça.